Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille deux invités qui sont membres de la Direction générale des médias et des industries culturelles, la DGMIC. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, il s'agit de Meng Chiv et de Juliana Nara. Vous êtes là pour nous parler de ces rencontres qui se sont tenues dans le cadre des médias de proximité et des radios associatives. On verra cela tout à l'heure avec vous. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Zoro, qui est président du CODIM, le comité de défense des intérêts de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parlera avec vous de cette demande que vous avez faite concernant l'arrivée du ministre de l'Intérieur les 4 et 5 mars prochains. Vous souhaitez le rencontrer, vous nous direz pourquoi dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 24 février. Le feuilleton au port de Longoni est-il en passe d'entrevoir le bout du tunnel? C'est en tout cas l'objectif des membres de la délégation de conciliation qui est arrivée à Mayotte hier. Une réunion de la dernière chance entre le délégataire et le délégant avant une éventuelle procédure de dissolution de la DSP. Explication. Ce midi, le pôle culture du CUFR a accueilli Jean-Luc Rahari-Manana, auteur de nombreux ouvrages poétiques et romanesques. Il a donné une conférence sur le thème des rapports entre l'imaginaire local et la langue française. L'écrivain a également été invité dans le cadre du projet de création d'une résidence d'artistes. Le point au cours de cette édition. Et la deuxième édition de l'élégance traditionnelle au collège de Kaweni 2 a eu lieu hier. Élèves et personnels de l'établissement ont ainsi défilé aux couleurs de leur région. Animation et découverte étaient au rendez-vous pour cette grande fête multiculturelle. Reportage à la fin de ce journal. Et on débute cette édition avec le feuilleton qui se joue au port de Longoni depuis maintenant plusieurs mois. Et depuis hier, une nouvelle page est en train de s'écrire. En effet, une délégation de conciliation est actuellement sur le département et ce jusqu'au 2 mars prochain. Objectif, tenter de remettre de l'ordre au port en réunissant autour de la table le conseil départemental et la société MCG. Une rencontre de la dernière chance entre délégataires et délégants pour sortir de l'impasse et surtout éviter la dissolution pure et simple de la délégation de service public. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Le feuilleton du port de Longoni est en train de vivre des heures décisives. En effet, durant une semaine, une délégation composée de M. Lambert, M. Marandet et M. Terrier, accompagnée par M. Piriou, secrétaire adjoint pour les affaires régionales, va tenter de réconcilier les différents acteurs œuvrant au port de Mayotte. Mon but, c'est de rencontrer les parties dans un premier temps, de rencontrer les acteurs, sur le port de Longoni, que ce soit les acteurs de la manutention ou que ce soit les forces sociales, c'est-à-dire les syndicats, de telle manière que je puisse avoir une approche réaliste du dossier qui oppose MCG au conseil départemental, ou plutôt le conseil départemental à MCG. Un dossier des plus épineux que les syndicats suivent de très près. À ce titre, ce matin, la délégation a pu rencontrer la CGTMA. Et pour son secrétaire départemental, Salim Naouda, l'optimisme quant à une résolution des conflits n'est clairement pas de vigueur. Il va y avoir une conciliation entre le département et MCG. Mais nous ne comptons pas trop qu'il y aura une évolution quand on sait que depuis le début, MCG n'a rien respecté. Le département aussi a ses responsabilités parce que le département a laissé faire. Et enfin, nous espérons que la situation reviendra et sera saine. On saura qui fait la manutention au port, qui a la gestion, mais on ne vivra pas plus sur un fourre-tout par rapport à l'article 6 de la DSP, auquel le gestionnaire se transforme en manutentionnaire, se transforme en tout au port de Mayotte. Cette conciliation s'annonce d'ores et déjà tendue, tant délégants et délégataires ne cessent de saisir la justice pour démêler l'imbroglio juridique qui entoure cette délégation de service public. Quoi qu'il en soit, la délégation n'a pas pour objectif de se prononcer sur l'imbroglio, ni même sur les conséquences d'un nouvel échec des négociations. Ça n'est pas à moi à tirer les conséquences d'une faute de l'une ou de l'autre partie.
à ce moment-là, ça sera éventuellement au juge administratif de décider, en tenant compte des résultats de la conciliation ou de la rencontre de conciliation, de ce qu'il y a à faire. En effet, la justice pourrait avoir à se prononcer avec pourquoi pas une dissolution prochaine de la DSP, un cas extrême que la CGT appelle néanmoins de ses voeux. On va dans le même sens que les ports des autres départements vers un grand port maritime, comme dans les autres départements. D'ailleurs, c'est ce que nous avons au sein de la CGT, que ce soit à Mayotte ou au niveau national. C'est de ça que nous prenons, parce qu'on prône pour ça, parce que nous savons que donner la responsabilité de la gestion d'un port à un privé, le service public passera après les intérêts privés. Donc nous demandons à ce qu'il y ait une réforme rapide. Après 3 ans d'un conflit qui handicape le développement de l'île, cette conciliation apparaît aujourd'hui, et ce à bien des égards, comme la réunion de la dernière chance. Et à noter que suite à l'échec des négociations qui se sont tenues hier, le personnel du délégataire MCG entamera un mouvement de grève à durée illimitée à partir de ce lundi. Et toujours en matière de défense des intérêts, eux défendent ceux de Mayotte. Il s'agit de mes invités, Dzorou, que nous avons présenté tout à l'heure, et il nous a rejoint entre-temps Ifatihou Ibrahim, porte-parole et président du CODIM, le comité de défense des intérêts de Mayotte. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'une demande que vous avez faite concernant la visite ministérielle 4 et 5 mars prochains. Tout à fait, oui. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, nous avons demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur pour savoir un peu ce qu'il va faire, bien qu'on ne se fait pas d'illusions. Voilà, on est à 2 mois à peine des échéances électorales. Donc il est clair pour nous, en tant que CODIM, qui avons lutté longuement pour les intérêts de Mayotte, à savoir, parce que nous avons identifié, tout le monde est d'accord sur ce bilan, que l'un des gros problèmes qu'il y a dans cette île, c'est le manque de contrôle en fait des frontières du département. Donc c'est sûr que ce n'est pas à 2 mois que le gouvernement actuel va pouvoir faire quelque chose. Toutefois, on est prêt à écouter le dernier revers peut-être qu'ils pourront nous proposer. Mais il est clair que dans le fond, le CODIM attend surtout de ce gouvernement qu'il parte le plus tôt possible. Alors, je vous parlais des intérêts de Mayotte. Zorou, vous avez parlé également de délinquance, de sécurité. Qu'en est-il aujourd'hui de votre demande? En quoi consiste-t-elle? Le délinquance, on a constaté que ça ne diminue pas, malgré le décasage qu'on a fait, on peut le dire décasage parce que c'est comme ça qu'il le présente l'État. Malgré ce qu'on a fait, donc toujours pareil, on a eu le préfet en mission de vœux de monsieur le préfet. Il a dit que c'était par rapport au décasage qu'il y a eu les coupeurs de route. Mais nous, on a constaté que les coupeurs de route, ils étaient là avant nous. Donc nous, on a fait ce décasage par rapport à ça. Donc on a constaté que Mayotte va mal, il va mal. Il y a une urgence, donc toujours cette urgence est toujours là. Donc on attend beaucoup des élus qui vont arriver. Et surtout des candidats. Alors justement, on vous a souvent reproché en fait le côté musclé des actions que vous avez menées. Vous avez quoi à dire aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous le reproche, ça peut être un frein justement au fait que votre demande soit entendue? Alors c'est sûr qu'après le gouvernement fait comme il veut. Si le gouvernement ne souhaite pas entendre la voix des Mahorais, c'est son problème. Mais toujours est-il que nous, on est des Mahorais. À Mayotte, il y a des gens qui y vivent. C'est franchement une honte d'avoir vu tout le schmilblick qu'ils ont fait à Miambani. Une centaine de gendarmes, une centaine de personnes armées pour arrêter 13 personnes. À Miambani, il y a des Mahorais, des Français qui vivent là-bas, tous les jours, avec des bandits. Et eux, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés parce que les gendarmes, ils sont bien malins d'y aller. Je les ai entendus sur vos ondes déclarer qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Mais alors, qu'en est-il des Mahorais? Donc, dire que les Mahorais, c'est des violents, dire que les Mahorais, c'est des racistes, parce que, à un moment donné, ils se disent, l'État nous a abandonnés, il faut bien qu'on prenne en charge notre avenir. Les Guyanais sont pareils alors, d'avoir créé une milice cagoulée. Nous, on ne s'est pas cagoulé. On s'est pas cagoulé. Donc, que le gouvernement sache bien à qui il faut reprocher son manque de sérieux, à qui il faut reprocher l'anarchie
qu'ils sont en train de créer en France, à qui ils sont en train de reprocher finalement tous les maux qu'ils ont eux-mêmes créés. Alors justement, vous parlez plus d'un manque de volonté politique plus que d'un manque de moyens alors. Tout à fait, parce que quand on entend les gendarmes dire que oui, il faudrait qu'il y ait plus d'hommes, mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà ? Donc, nous ne pensons pas qu'il y ait un problème de manque de moyens humains. C'est un problème au niveau de la loi. Quand il y a un policier qui est là, il y a un délinquant qui ne veut rien comprendre, quand on vit en société, il y a des règles, et voilà, la loi interdit à tout agent, à tout policier d'intervenir. Donc c'est pas de dire à chaque fois il faut ramener des moyens, il faudrait ramener peut-être tous les militaires de France, mais ils ne pourront rien faire tant que la loi n'est pas changée. Quand on voit sur Mayotte des jeunes de 13 ans qui sont en train de jeter des cailloux à des gendarmes, non mais on va où comme ça ? Donc c'est pas de dire qu'il manque des moyens, ils pourront ramener tous les gendarmes qu'ils veulent, les gamins ils vont toujours leur lancer des cailloux. Il faut changer la loi pour donner les moyens aux policiers de faire leur travail, c'est tout. Alors dernière question, Dzoro, quelle sera la prochaine action du comité La prochaine action, on ne peut pas vous le dire, on attend fortement aux prochains candidats. Donc, mais nous, on est prêts, on ne lâche pas. Donc, nous, on est conscients de ce qui s'est passé à Mayotte. Donc, et je fais un appel à tous les Mahorais qui se mettent un petit peu en route comme nous, qui nous rejoignent, qu'on défend notre île, qu'on défend notre département. Si je peux me permettre, tout à fait, ce que nous, comme dit mon camarade, on n'attend plus rien du gouvernement. Franchement, la seule chose qu'on attend de ce gouvernement, c'est la fin de son mandat, en fait. Si ça pouvait être écourté, ça nous arrangerait, parce qu'on sait qu'avec ce gouvernement, on ne peut rien avoir. Donc, ce qu'on attend, c'est de les écouter une dernière fois, et puis surtout de recevoir les nouveaux candidats et de leur porter notre doléance et voir un peu ce qu'ils pourront faire pour nous accompagner. Des changements de loi, il est nécessaire, parce que, voilà, sinon, c'est Mayotte. Que la France, le territoire métropolitain, franchement, 10% d'immigrés, ils sont déjà en train de pleurer. Donc clairement, vos doléances, mais vous ne vous attendez pas forcément à rien en fait de ce gouvernement. Voilà. Merci beaucoup Fatihou Ibrahim et Dzoro du comité de défense des intérêts de Mayotte. Merci. Et direction maintenant le centre universitaire de Dembéni qui, en plus de la conférence tenue habituellement, a accueilli aujourd'hui une rencontre avec les médias de proximité, invité par le pôle culture Jean-Luc Ramainana et ainsi intervenu autour des thèmes intitulés les rapports entre l'imaginaire local et la langue française. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme est maître en la matière. Écrivain malgache, il est en effet l'auteur de nombreux ouvrages poétiques et romanesques. Retour sur cette conférence dans ce reportage signé Adèle. Sous la langue française, l'île, tel était l'intitulé de la conférence du CUFR de ce midi. Large sujet donc que Jean-Luc Ramainana a développé devant une cinquantaine de personnes. L'écrivain nous en dit plus. Nous avons cette expression, les îles, qui est souvent liée à une image très touristique ou à une image un peu folklorique, une image pleine de fantasmes sur les îles. Et je voulais poser aussi un autre regard qui serait un regard de l'intérieur de l'île et comment l'autre définit l'insulaire et comment l'insulaire se voit aussi lui-même et comment il s'empare aussi de sa propre histoire. Les îles ont aussi développé leur propre culture, mais souvent cette culture a été occultée soit par l'histoire, soit par le fait qu'il y a eu des choses violentes qui se sont passées dans les îles, l'esclavage, les colonisations et tout cela, et qui fait que beaucoup de choses ont été reléguées au silence. Et pour moi, c'est important vraiment de poser un regard critique sur notre monde d'aujourd'hui et de se dire mais qu'est-ce qu'on entend par île ? Et Jean-Luc Ramainana a également été invité par le pôle culture du centre universitaire et par la direction des affaires culturelles pour mener un travail de création dans le cadre d'une résidence d'écrivains de 3 ans avec les étudiants de Mayotte et avec la participation de la compagnie Ariart Théâtre. Lui-même est dans un processus d'écriture, de création. Et cette résidence est pour lui l'occasion de le mener à bien en menant un certain nombre d'expérimentations, et y compris avec les étudiants. Donc c'est une chance aussi pour les étudiants de pouvoir se confronter à ce travail de création. En effet, l'écrivain souhaite, durant cette résidence d'artiste, développer une écriture personnelle et produire 1 voire 2 romans sur la richesse de l'imaginaire de l'océan Indien.
mais il est également là pour transmettre son savoir aux étudiants. Je vais amener aussi des étudiants dans un atelier d'écriture, tout simplement. Prendre d'abord le temps de se dire qu'est-ce que c'est qu'une écriture, qu'est-ce que c'est que le brouillon, qu'est-ce que c'est que les recherches avant de se dire qu'on va écrire quoi que ce soit, et se donner d'abord une possibilité de rêver, une possibilité d'inventer quelque chose, et après on verra qu'est-ce que ça va donner. Pour Jean-Luc Raharimanana, le Top Chrono est lancé pour 3 ans de résidence d'écrivain, pour le plus grand bonheur des étudiants. Et tout autre sujet à présent, souvenez-vous, lors de l'Euro 2016 de football qui s'est tenu en France l'année dernière, de nombreux Mahorais avaient pu assister aux rencontres grâce au dispositif Horizon Bleu. Après avoir répondu à un appel à projet, 7 clubs s'étaient ainsi rendus en métropole afin de supporter l'équipe de France. Portée par le ministère de la Jeunesse et Sport et de la Politique de la Ville, Horizon Bleu entre dans sa phase ultime. À ce titre, cet après-midi, la mairie de Mamoudzou organisait une cérémonie visant à récompenser les participants, et ce au travers d'une remise d'équipements sportifs. Un sujet signé Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Horizon Bleu touche à sa fin. Le dispositif qui a vu le jour l'année passée à l'occasion de l'Euro 2016 en France aura permis à des milliers de footballeurs amateurs de vivre cet événement au plus près. Le directeur du service jeunesse et sport à la mairie de Mamoudzou revient sur cet appel à projet national. C'était lancé pour toutes les associations et les collectivités, donc c'est peu la jeunesse, les anciens, tous on pouvait monter des projets pour participer à ces actions. Et là, nous, on a fait le projet avec les jeunes pour partir en métropole, mais ils étaient accompagnés justement par des dirigeants des associations qu'on a vues aujourd'hui à la mairie de Mamoudzou. Ballon de foot, plots, chasubles, maillots, sacs de sport. Chaque club qui a participé au dispositif s'est vu offrir tout un panel d'équipements, du matériel bienvenu, tant les clubs du département en manquent cruellement. Chaque saison, on a toujours des problèmes de matériel déjà. Là, ça va être un plus. Déjà, au niveau des subventions, c'est pas assez pour tous les clubs ici à Mayotte. À Mamoudzou déjà, ça va aider un peu. Ça va nous soulager par rapport au financement, sachant que c'est très très dur au niveau financement des clubs pour acheter des matériels pour les petits, tout ça. Je pense que ça fera un petit plus pour nous. Ça va nous aider, ça permettra pas mal de choses envers les jeunes et tout ça. Et je pense que c'est un bon exemple pour tout le football à Mayotte. Du côté de la mairie, le directeur du service jeunesse et sport sait ô combien cet équipement va servir aux clubs de la commune. En effet, le manque de moyens entrave le développement des clubs et de manière plus générale du sport à Mayotte. Ce matériel-là, par exemple, si vous allez l'acheter, ça va coûter vraiment énormément et que les associations à Mayotte ont du mal à trouver des moyens, des partenaires. Ils vivent qu'avec des subventions. Et là, bénéficier de ce matériel, c'est beaucoup plus à les aider à fonctionner. Ce type de dispositif représente donc une chance unique pour tous les clubs bénéficiaires. Et comme le dit si bien Saïd Houssen Abdourakim, vive le sport. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 24 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le député de La Réunion, Thierry Robert, est vivement monté au créneau mercredi à l'Assemblée nationale. En effet, il a profité des questions ouvertes au gouvernement pour s'exprimer en ces termes, je cite « Rendez-vous compte, chers collègues, à Mayotte, les habitants n'ont accès à l'eau qu'1 jour sur 3. Aujourd'hui, des enfants sont malades à Mayotte à cause de cette situation et de l'impossibilité pour beaucoup de familles d'avoir accès à l'eau autrement qu'en la collectant eux-mêmes dans la nature ou en la conservant dans des conditions altérant sa qualité. La dignité des Mahorais exige de repenser et sécuriser le réseau d'eau de Mayotte, mais surtout pas de faire de l'eau un produit d'importation. Par ailleurs, vous le savez, La Réunion connaît aussi des épisodes de sécheresse très régulièrement. Il serait donc totalement incongru de déshabiller Pierre pour habiller Paul. En clair, Thierry Robert souhaite des mesures concrètes au long terme et s'insurge contre un apport d'eau à Mayotte, venu de La Réunion. Le syndicat UNSA est excédé. En effet, selon les premiers chiffres pour l'année prochaine, 134 professeurs des écoles demanderaient à quitter le territoire
et seuls 56 demanderaient à y rentrer. Le syndicat trouve ainsi de nombreuses raisons pour expliquer cette fuite, avec notamment les rythmes scolaires, la pénurie d'eau, la grève de 9 semaines ou encore le manque de moyens pour le corps éducatif. SE-UNSA Mayotte ajoute, je cite, « À quand une vraie mise à plat des difficultés du premier degré ? Oui, travailler dans le premier degré à Mayotte relève d'un véritable défi, certes passionnant, mais rendu très difficile par les dysfonctionnements multiples du territoire. Élus, collectivités territoriales, vice-rectorats, préfectures, tous sans distinction, devraient s'interroger et prendre des décisions concertées et suivies d'actes sur le terrain, sans quoi les professeurs des écoles extérieures au territoire ne viendront plus. En effet, chaque année, le nombre de contractuels augmente, à tel point qu'ils sont en passe de devenir plus nombreux que les enseignants titulaires. Les cambriolages sont légion au sein du 101e département de France et certains d'entre eux en disent long sur la situation actuelle. En effet, de nombreuses victimes de larcin ont constaté que les voleurs dévalisaient leurs frigos et autres congélateurs. La délinquance de survie liée à la précarité représente ainsi la grande majorité des faits constatés sur le territoire. Par ailleurs, depuis plusieurs jours, les toilettes hommes du nouvel amphidrome Paulet sont condamnées et pour cause, il est possible de lire sur la porte des WC qu'en raison du vol des robinets, ces derniers sont désormais inaccessibles. De quoi poser la question de leur remplacement, le phénomène pouvant se reproduire à l'infini. Et enfin, la tradition était à l'honneur au collège de Kaweni. Hier, en effet, l'établissement organisait la 2e édition de l'élégance traditionnelle. Les élèves ont ainsi mis en avant leurs plus beaux habits traditionnels. Une journée haute en couleurs dans le cadre de la semaine du plurilingualisme, un événement multiculturel pour transmettre les valeurs de tolérance et d'ouverture. Le reportage de Sony Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vignet. Le collège de Kaweni aux couleurs de la tradition. Toutes les tenues de toutes les régions étaient au rendez-vous à l'occasion de cette 2e édition de l'élégance traditionnelle. La Bretagne, l'Afrique occidentale, orientale ou encore Mayotte étaient bien à l'honneur pour ce défilé culturel. Des élèves qui mesurent l'importance de l'événement. On peut y voir beaucoup de culture et après il y a beaucoup de gens et après c'est pour faire un festival pour mieux s'entendre. Pour moi, c'est important parce qu'on représente notre culture, notre région, comment on s'habille et tout. Ça permet de se regrouper entre amis pour profiter un petit peu de la journée, pour s'habiller beau ou belle. Voilà. Remettre au goût du jour la tenue traditionnelle, les collégiens ont bien joué le jeu pour cette journée, tout comme le personnel de l'établissement. On se devait aussi de s'habiller un peu en tenue traditionnelle, c'est ce qu'on a essayé de faire pour la majeure partie des collègues. Voilà, donc les élèves sont aussi contents de nous voir dans un autre contexte, c'est important pour eux, ça change un petit peu des cours d'habitude. Et effectivement, on a vraiment une belle ambiance aujourd'hui. L'ouverture et la tolérance restent les maîtres mots pour le collège K2, une diversité renforcée et respectée par le biais d'activités pédagogiques. C'est extrêmement important vu les temps qui courent parce que, on le sent bien, au niveau international c'est très compliqué. Nous on essaye absolument de garder une unité. Il faut que tout le monde s'entende, il faut que ce soit un établissement calme. On s'y emploie absolument tous les jours. Bon, pour l'instant, je suis extrêmement contente de ce qui se passe au collège parce que ces journées-là amènent toujours beaucoup de sérénité ensuite. C'est une journée qui est très attendue. Donc ça veut dire que ça marche. Des communautés représentées autour de plusieurs ateliers folkloriques. Il y a comme une ambiance d'unité de culture qui régnait à Kaweni. Et on parle maintenant toujours culture avec mes invités, Mengshiv et Juliana Nara, qui sont membres de la Direction générale des médias et des industries culturelles. Alors vous êtes là dans le cadre de ces programmes qui vont être menés, des appels à projets pour développer justement ces médias locaux ici à Mayotte. Vous avez participé à des ateliers et autres conférences qui sont tenues depuis hier. Qu'en est-il ressorti ?
Tout à fait. Donc, on a eu la chance de participer à des ateliers pratiques, en fait, avec des médias de proximité qui désirent candidater au dispositif du ministère. Donc, c'était bien parce qu'ils ont pu venir avec leurs projets, qu'ils soient déjà avancés ou qu'ils soient au commencement. Et donc, on a pu échanger très concrètement avec eux sur les démarches de manière pédagogique pour aider à déposer des dossiers. Alors, tous les médias n'étaient pas là, non plus toutes les associations radio associatives n'étaient pas là. Qu'est-ce qui vous a inquiété en voyant cela, notamment ? Oui, effectivement, on s'est étonné de l'absence de radios associatives, étant donné qu'il y a 19 radios associatives mahoraises qui émettent sur l'île, et seulement 2 émargent à notre dispositif d'aide. Et donc, on invite les radios associatives mahoraises à venir déposer des dossiers pour leur fonctionnement et la survie et développer les actions qu'on a pu constater qui menaient des actions et qui remplissaient le mieux leur rôle de communication sociale de proximité. Alors justement, quand on parle de médias de proximité, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme critère pour répondre à ce qualificatif ? Alors l'appellation médias de proximité donc, en fait, est récente parce que c'est un fonds créé en 2016 par le ministère de la Culture qui a donc pour but d'attribuer des subventions. Et en effet, les critères pour être médias de proximité, c'est tout d'abord l'ancrage local, bien sûr, mais il y a aussi d'autres dispositions comme par exemple le fait de lutter contre les discriminations, de mener des actions de formation à destination des jeunes ou alors d'avoir une dimension environnementale aussi. Et je précise aussi qu'il ne s'agit pas seulement de presse écrite, mais ça peut être des web TV, des web radios, voilà, des projets multiformats en fait. Alors justement, il y a un travail dans ces cas-là à faire ici à Mayotte. Absolument. Donc la mission aussi de communication sociale de proximité pour les radios est prévue par une loi de 1986 et elle englobe les notions d'éducation, la promotion de la culture, la lutte contre les discriminations, l'intégration, le développement local et l'environnement. Et effectivement, il y a beaucoup d'actions pour les radios à promouvoir sur l'île. Et pour ceux qui nous écouteraient et qui se sentiraient concernés par cela, comment il faut faire pour justement postuler à ces fonds ? Oui, alors en fait, il faut tout simplement télécharger un formulaire en fait, qu'il faut ensuite remplir et c'est à envoyer voilà, jusqu'à à la direction des affaires culturelles de Mayotte qui en fait fait le lien ensuite avec le ministère de la Culture. Donc c'est à envoyer dans les 2 semaines qui viennent. Donc voilà, il faut y aller, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passera une fois que les projets seront retenus ? Alors, si les projets sont retenus, la subvention est versée, donc ça peut être 9 000 €, ça peut être 18 750 €. Et voilà, à ce moment-là, selon le calendrier de paiement, les fonds sont versés vers le mois de juillet. Un dernier mot ? Oui, alors pour les radios associatives vont jusqu'au 15 avril pour déposer un dossier auprès du fonds de soutien, qui est aussi téléchargeable sur le site du ministère de la Culture et de la Communication. En tout cas, merci beaucoup Mengchiv et Juliana Nara. Je rappelle que vous êtes membre de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infopoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, samedi et dimanche, ne ratez pas votre rendez-vous de la fin de semaine, les rendez-vous de l'info. Bonne soirée à vous, bon week-end et à lundi.